Le monde s'est retourné et le froid l'a frappé avant qu'il comprenne ce qui se passait. L'eau de mer se forçant à travers les joints de la porte et les joints des hublots, et chaque interstice que le corps du navire avait. Un froid qui ne ressemblait pas à une température, mais à une décision, comme si quelque chose d'intentionnel avait décidé de revendiquer l'espace qu'occupait son corps. Il était dans sa couchette, et puis il n'était plus dans sa couchette. Il était sur la paroi qui était devenue le sol. Et le son que le navire faisait n'était pas le son d'un bateau dans une tempête, c'était le son d'une structure qui capitule, du métal qui crie contre le type spécifique de force que le métal n'est pas conçu pour absorber, le gémissement d'une chose qui se défait. La pression a frappé ses tympans simultanément des deux côtés, et la douleur était aiguë et immédiate, et ses mains sont allées à ses oreilles par réflexe, et l'obscurité était absolue, et l'eau était à ses chevilles, et puis à ses genoux, et le navire bougeait encore, tournait encore, descendait encore. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous voulez comprendre le plancher absolu de la peur humaine, l'endroit où l'esprit affronte ce que le corps ne peut pas survivre et le survit quand même, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que ce que je vais décrire, c'est 72 heures au fond de l'Atlantique, dans le noir, dans le froid, dans un espace de la taille d'une petite salle de bain, à écouter l'océan dévorer tout ce qui l'entourait. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu un fantôme avant que le monde sache qu'il était encore en vie. Il était le cuisinier du navire. Il était sur l'eau depuis des années, avait travaillé sur des remorqueurs, sur des routes qui les emmenaient loin des côtes en plein océan, avait dormi à travers des tempêtes qui auraient terrifié les gens vivant à l'intérieur des terres. Parce que l'eau était son métier, et son métier exigeait une relation spécifique avec la peur, ce qui n'est pas son absence, mais sa gestion. Il s'est couché cette nuit-là en sachant que la mer était agitée. Il avait déjà dormi par mer agitée. Ce qui est venu dans les heures avant l'aube n'était pas de la mer agitée. L'Atlantique, dans son état pleinement résolu, n'est pas un événement météorologique, c'est un événement géologique, une manifestation temporaire de force qui opère à des échelles que le corps humain n'a aucun cadre pour traiter. La vague qui a frappé le remorqueur a produit un roulis qui a dépassé l'angle de récupération du navire. Et le navire, suivant la physique plutôt que la préférence, ne s'est pas redressé. Il est passé au-delà de la verticale et a continué à tourner, et l'eau qui avait été à l'extérieur du navire a trouvé tous les endroits où l'intégrité du navire s'était dégradée au fil des années d'utilisation intensive, et elle est entrée par ces endroits de la façon dont l'eau entre toujours quand on lui en donne l'occasion, ce qui est complètement et immédiatement et sans négociation. Il a été projeté, pas métaphoriquement. Son corps était un objet libre dans un conteneur en rotation, et le conteneur tournait, et il s'est déplacé avec lui de façon qui n'était pas volontaire, heurtant des surfaces, perdant l'orientation, perdant la connaissance spécifique de quelle direction est le haut, sur laquelle les êtres humains se reposent si constamment et si complètement qu'ils ne savent pas qu'ils s'y reposent, jusqu'à ce qu'elle soit partie. La température de l'eau à cette profondeur en cette saison était d'environ 4 degrés Celsius. C'est 8 degrés au-dessus du point de congélation, ce qui ressemble à de la chaleur et n'est pas de la chaleur. C'est la température spécifique à laquelle le corps commence à perdre de la chaleur plus vite qu'il ne peut en produire. C'est la température à laquelle l'hypothermie n'attend pas, mais commence immédiatement. Il s'est déplacé à travers l'intérieur qui s'inondait sans pouvoir voir. C'est important. L'obscurité n'était pas l'obscurité d'une pièce sans lumière. C'était l'obscurité d'un conteneur métallique hermétique qui se remplit d'eau de mer en profondeur. Une obscurité qui n'a aucune composante de lumière ambiante, que vos yeux ne trouvent rien avec quoi travailler parce qu'il n'y a rien là, que votre cerveau traite comme la réponse de panique spécifique réservée aux conditions où le système visuel ne produit absolument aucune donnée. Il s'est déplacé par le toucher et par la mémoire et par la logique désespérée spécifique de quelqu'un qui comprend que l'eau monte et que l'eau qui monte dans un espace métallique hermétique signifie qu'il y a un plafond et que ce plafond a de l'air contre lui et que cet air est la seule ressource qui compte. Il l'a trouvé par accident
et par persévérance, et par le fait que l'inondation n'était pas uniforme, que différents compartiments se remplissaient à des taux différents selon leur intégrité structurelle et leur position par rapport à la brèche, et un petit compartiment, une salle de bain adjacente à sa cabine de couchage, avait une géométrie qui permettait à une poche d'air de persister quand le navire s'est posé sur le fond marin. Il s'y est poussé, et l'eau était à sa poitrine, et puis à sa taille quand il a trouvé la position la plus haute disponible, et il s'est tenu dans le noir et a respiré. Le navire a touché le fond à 30 mètres. 30 mètres d'eau de mer représentent environ 3 atmosphères de pression à la surface, plus une pour chaque 10 mètres, ce qui signifie que l'air dans cette poche était comprimé. L'air comprimé se comporte différemment de l'air atmosphérique normal. La teneur en oxygène est le même pourcentage, mais la quantité absolue d'oxygène dans un souffle donné est plus élevée, ce qui signifie que respirer se sent différent, se sent plus facile à certains égards, ce qui est la cruauté spécifique de la situation, parce que respirer plus facilement utilise plus d'oxygène par souffle, pas moins, parce que l'air comprimé contient plus d'azote que le corps absorbe dans le sang et les tissus à pression élevée, et qui devient dangereux si la pression change rapidement. Ce qui arriverait si le sauvetage venait, et venait rapidement, ce qui est un problème pour plus tard, ce qui est un problème auquel il ne peut pas encore penser, parce que le problème immédiat est que l'air est fini, et l'espace est hermétique, et l'air fini dans un espace hermétique ne va que dans une direction. Il a fait le calcul. L'espace dans lequel il se trouvait était à peu près de la taille d'une petite salle de bain, ce qu'il était, ce qui signifie que le volume d'air disponible pour lui était peut-être 5 à 6 mètres cubes. Le corps humain au repos consomme environ 1 demi-litre d'oxygène par minute et produit du dioxyde de carbone à un taux similaire. Et le dioxyde de carbone dans un espace fermé s'accumule, et quand le dioxyde de carbone atteint environ 5% du mélange d'air, le corps humain commence à éprouver de la détresse respiratoire. Et à 10%, le corps ne peut pas maintenir la conscience. Et à des concentrations au-dessus de ça, les résultats ne sont pas récupérables. Au repos, dans un petit espace hermétique, une seule personne pourrait avoir 12 à 16 heures d'air respirable. Pourrait. Selon l'espace, selon la personne, selon que la panique fait monter la fréquence respiratoire dans des plages qui consomment l'oxygène disponible en heures plutôt qu'en une journée. Il ne paniquait pas. Cela nécessite une explication parce que c'est l'élément le plus contre-intuitif du récit qu'il a donné plus tard. Il ne paniquait pas non pas parce qu'il n'avait pas peur, il avait peur à un niveau qui dépasse le mot « peur », mais parce qu'il comprenait quelque chose que la panique ne lui permettrait pas de comprendre, à savoir que paniquer dans cet espace était la même chose que mourir plus vite. Chaque battement de cœur élevé coûtait de l'oxygène. Chaque souffle brusque de peur prenait sur l'approvisionnement fini. La gestion de la respiration, le contrôle conscient de la fréquence respiratoire, n'était pas une technique ou un entraînement ou une discipline au sens conventionnel. C'était de l'arithmétique. Et l'arithmétique était simple. Ralentir ou mourir. Il s'est tenu dans l'eau sombre et a respiré lentement. Le foie travaillait sur lui de l'extérieur, pendant que les mathématiques travaillaient sur lui de l'intérieur. Et les deux processus avaient des délais différents qu'il ne pouvait pas entièrement calculer, mais pouvait estimer. L'hypothermie dans l'eau à 4 degrés Celsius, sans combinaison de plongée, produit l'inconscience dans environ 30 à 60 minutes chez la plupart des personnes. Il n'était pas entièrement dans l'eau, n'était pas submergé, se tenait dedans jusqu'à la taille, ce qui prolonge le délai, mais ne l'élimine pas parce que l'eau contre ses jambes et son torse inférieur conduisait la chaleur hors de lui, à un taux qui ne pouvait pas être compensé par la chaleur métabolique que le corps produit. Ses jambes s'engourdiront en premier, ce qu'elles ont fait, et puis l'engourdissement monterait, ce qu'il ferait, et le corps finirait par commencer à détourner le sang des extrémités pour protéger le cœur, ce qui est le mécanisme par lequel le corps essaie de maintenir le cœur et les poumons fonctionnels en sacrifiant tout le reste. Il a trouvé du matériel, des vêtements, un matelas, une serviette. Il a enveloppé ce qu'il pouvait autour de son bas du corps et s'est tenu sur le matelas pour avoir une certaine isolation entre lui
et le sol métallique qui conduisait le froid directement dans ses pieds. C'étaient de petites mesures, elles n'étaient pas suffisantes pour arrêter ce qui se passait. Elles étaient suffisantes pour le ralentir. L'obscurité avait une qualité qu'il a eu du mal à décrire plus tard. Il a dit que ce n'était pas comme fermer les yeux, parce que fermer les yeux est un acte volontaire que l'esprit comprend comme temporaire et donc gérable, parce que l'esprit sait que les yeux peuvent s'ouvrir. Cette obscurité n'était pas comme ça. Cette obscurité n'avait pas de condition de sortie à laquelle sa volonté pouvait accéder. Il ne pouvait pas ouvrir ses yeux sur la lumière. Il pouvait les ouvrir sur rien, ce qui après quelques heures a commencé à se sentir comme les garder fermés, ce qui était la première étape vers le type spécifique de désorientation que la privation sensorielle prolongée produit. Les sons que le navire faisait étaient constants et avaient leur propre langage. Du métal qui se contracte et se dilate sous pression. Le gémissement spécifique des éléments structuraux qui répondent au poids de l'eau au-dessus d'eux. Des compartiments qui s'installent. Le sifflement de l'air qui se déplace à travers des interstices quand la pression de l'eau s'égalise dans les sections du navire qui étaient entièrement inondées. Il a appris à lire ces sons au cours des premières heures de la façon dont une personne apprend à lire les sons d'une maison dans laquelle elle a vécu assez longtemps, à distinguer entre les sons qui signifiaient que la structure était stable et les sons qui signifiaient qu'elle changeait. Changer n'était pas nécessairement pire. Changer, c'était juste de l'information. Il avait besoin d'information. Il n'avait rien à boire. C'est la cruauté spécifique de l'océan que les personnes qui n'ont pas été en mer dans une urgence ne comprennent parfois pas immédiatement. Il était entouré d'eau. Il se tenait dans l'eau. L'eau était à l'intérieur du navire et à l'extérieur du navire, et au-dessus de lui et en dessous de lui, et elle appuyait contre chaque surface, et elle ne pouvait pas être bue parce que c'était de l'eau de mer, et l'eau de mer accélère la déshydratation plutôt que de la soulager. Et alors il avait soif de la façon dont un homme entouré de quelque chose qui ressemble à ce dont il a besoin mais est toxique a soif. Ce qui est une forme spécifique et supplémentaire de torture superposée à tout le reste. Il a prié, il en a parlé publiquement, il a prié avec la qualité spécifique de la prière qui émerge quand l'esprit a épuisé toutes les options pratiques et se tourne vers quelque chose au-delà du pratique. Et les prières n'étaient pas dramatiques, n'étaient pas les prières des films, n'étaient pas des discours. Elles étaient de la répétition. Elles étaient des noms. Le nom de sa femme, répété dans l'obscurité, un son qu'il produisait avec sa propre voix dans l'espace hermétique au fond de l'Atlantique, parce que le nom de sa femme était la chose spécifique à laquelle son esprit s'accrochait quand tout le reste essayait de se défaire. Si vous ressentez même une fraction de ce qu'il ressentait, mettez un like sur cette vidéo maintenant et abonnez-vous à The Human Limit. Parce que nous sommes loin d'être terminés, et ce qui vient ensuite dans l'obscurité est la partie que je donnerai n'importe quoi pour ne pas savoir. Le deuxième jour est arrivé, et il n'avait aucun moyen de confirmer que c'était le deuxième jour, sauf par le comptage qu'il avait fait, un comptage approximatif de ses propres respirations et de ses propres prières, et des intervalles entre les sons que le navire faisait, un comptage qui n'était pas précis et ne pouvait pas être précis, mais était la seule horloge disponible. L'air avait changé. La qualité de chaque souffle était subtilement différente, légèrement moins satisfaisante. La sensation spécifique que l'air est plus mince qu'il ne l'était. Ce qui se passe quand l'oxygène s'épuise et que le dioxyde de carbone s'accumule et que le rapport des deux se déplace vers l'extrémité dangereuse de la plage. Et puis, il a entendu quelque chose de nouveau. Ça ne s'est pas annoncé. C'est arrivé comme un changement dans le caractère acoustique de l'eau à l'extérieur de la cloison de la salle de bain où il se tenait. Un changement des sons que le navire avait produits, qui étaient structuraux, qui étaient métalliques, vers quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas du métal, quelque chose qui était organique, quelque chose qui se déplaçait dans l'eau avec le schéma spécifique de la propulsion plutôt que le mouvement aléatoire des débris. Il a su immédiatement ce que c'était. Pas quelle espèce. Il n'aurait pas pu vous dire ce qui était dans l'eau de l'autre côté de la porte, mais l'océan à 30 mètres de profondeur en eau ouverte avec 11 corps humains disponibles comme source de nourriture ne reste pas un espace vide.
La chaîne alimentaire océanique est efficace d'une façon qui n'est pas cruelle, parce qu'elle n'a pas la capacité d'être cruelle, mais seulement d'être efficace. Et l'efficacité signifie que la teneur calorique dans la colonne d'eau est localisée et consommée par les organismes qui ont évolué pour la localiser et la consommer. Les 11 hommes qui avaient été sur le navire avec lui se trouvaient dans les compartiments inondés, et l'océan les avait trouvés. Les sons n'étaient pas les sons des films. C'est important à dire parce que les sons des films sont conçus par des personnes qui veulent provoquer une réponse émotionnelle spécifique chez le public et ne sont pas contraintes par l'exactitude. Des sons réels, les sons qu'il entendait à travers la porte métallique d'un remorqueur inondé au fond de l'Atlantique, n'étaient pas dramatiques. Ils étaient pires que dramatiques parce qu'ils étaient banals, parce qu'ils avaient la qualité quotidienne spécifique de la consommation, d'un processus qui se déroule sans urgence ni drame, parce qu'il n'en a besoin d'aucun, parce que ce qui se passait de l'autre côté de la porte était simplement l'océan étant l'océan, faisant ce que l'océan fait, et le faire de cela était le son le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu dans sa vie, précisément à cause de son caractère ordinaire. Il n'a pas bougé. Il comprenait que le mouvement produit du son et que le son est de l'information, et qu'il ne voulait pas être une source d'information pour ce qui était dans l'eau. Il s'est tenu dans le noir dans l'eau à 4 degrés avec ses mains contre la porte, et il a écouté les sons de ce qui était dehors, et il n'a pas bougé et n'a pas fait de bruit, et a respiré lentement. 4 secondes à l'inspiration, 6 secondes à l'expiration. De la façon dont il avait appris au fil des heures à respirer quand il devait consommer le minimum, quand il avait besoin que l'air dure. La porte était sa seule barrière. Il y pensait constamment à travers les sons dehors. La porte n'était pas épaisse. C'était une porte intérieure de navire standard, conçue pour fournir de l'intimité et une isolation sonore limitée entre les compartiments, pas conçue pour empêcher l'entrée de quoi que ce soit ayant l'intention et la capacité physique d'entrer. Il l'avait calée fermée avec ce qu'il pouvait trouver. S'était pressé contre elle par moments quand les sons dehors s'intensifiaient, avait mis son poids contre elle avec la futilité spécifique de quelqu'un qui comprend que son poids n'est pas la variable pertinente, mais n'a pas d'autre variable à offrir. Il pensait à sa famille. Il en a parlé dans des interviews que je trouve impossibles à lire sans m'arrêter. Non pas parce qu'elles sont dramatiques, mais parce qu'elles ne le sont pas. Il décrit penser à des choses ordinaires, spécifiques, un repas que sa femme cuisinait, la façon dont ses enfants dormaient, une conversation avec son père qu'il n'avait jamais terminée, la texture ordinaire accumulée d'une vie à laquelle il se tenait dans le noir et décidait de revenir. Il a décidé de vivre non pas dans le sens héroïque, mais dans le sens fonctionnel, le sens dans lequel décider signifie orienter toutes les ressources disponibles vers un résultat spécifique, et refuser de laisser ces ressources être consommées par les alternatives. Il a décidé de vivre, et puis il s'est tenu dans l'eau et a respiré lentement et a attendu que quelque chose change. Les sons de l'extérieur de la porte ont continué à travers ce qu'il a compté comme la 2e nuit. À un moment, pendant le 3e jour, les sons ont changé à nouveau. Pas les sons organiques, ceux-là ont continué par intermittence, mais de nouveaux sons, des sons d'en haut, des sons qui avaient une qualité différente de tout ce que le navire qui s'installait avait produit, des sons qui étaient délibérés plutôt que structuraux, des sons qui étaient quelqu'un se déplaçant dans l'eau avec intention et direction. Il ne savait pas s'il venait pour lui. Il n'avait aucun moyen de savoir si quelqu'un cherchait, n'avait aucun moyen de savoir si la position du navire avait été signalée, n'avait aucun moyen de savoir si le temps qui s'était écoulé était suffisant pour qu'une opération de sauvetage en surface ait été organisée et déployée. Il savait seulement que les sons d'en haut étaient différents des sons du navire et différents des sons de ce qui avait été dans l'eau, et différents étaient suffisants avec quoi travailler. Il a commencé à faire du bruit, pas crier. Crier aurait consommé de l'oxygène à un taux que l'approvisionnement ne pouvait pas soutenir. Il a frappé sur les parois du compartiment avec ses mains, de façon rythmique, le signal de détresse universelle de quelque chose qui a besoin d'être trouvé. 3 coups, pause, 3 coups, pause. Le schéma qui signifie « je suis ici » plutôt que « je suis parti ». La communication spécifique d'une personne vivante,
piégés dans quelque chose que le monde a conclu ne contient que les morts. Les plongeurs de récupération qui sont entrés dans l'épave ce jour-là ne cherchaient pas de survivants. Cela nécessite également un moment pour être entièrement compris. 3 jours s'étaient écoulés depuis le naufrage. Les statistiques de survie pour 3 jours submergés dans une épave à 30 mètres, sans équipement, sont le type de statistiques qui sont utilisées pour justifier le fait de ne pas chercher de survivants. Les mathématiques de la consommation d'oxygène, de l'eau froide, de la profondeur, du temps, produisent un nombre qui s'arrondit à 0. L'équipe qui est allée dans l'eau ce matin-là était là pour récupérer des corps, pour commencer le processus de confirmation de qui était perdu et de les rendre à leur famille. Ils étaient préparés à ce qu'ils s'attendaient à trouver. Un plongeur se déplaçait à travers l'intérieur du navire inondé, avec sa lumière et son corps et son entraînement et son calme professionnel, se déplaçant à travers des compartiments qui avaient la qualité spécifique des épaves qui contiennent les morts, une qualité que les plongeurs expérimentés décrivent comme une densité dans l'obscurité, un poids dans le silence. Et il est arrivé à une cloison de porte et sa lumière a trouvé une main dans l'eau. Une main morte, a-t-il supposé. Un corps qui s'était élevé au niveau de surface de ce compartiment, flottant contre la porte. Il a tendu la main pour le déplacer, pour faire le travail pour lequel il était venu. La main l'a saisi. La prise n'était pas la prise d'un corps flottant, c'était la prise d'une main vivante, d'une personne qui avait été dans le noir pendant 72 heures, à attendre quelque chose à saisir et avait saisi. Le plongeur a décrit ce qu'il a ressenti à ce moment-là, et la description n'est pas à la hauteur de l'expérience. Mais ce qu'il dit, c'est que chaque réflexe qu'il avait lui disait de se retirer, que chaque réponse entraînée et non entraînée à une prise inattendue dans l'eau sombre est de s'en retirer. Et il ne s'est pas retiré parce que son cerveau a traité l'information plus vite que ses réflexes ne pouvaient répondre. Et l'information était que la main était vivante, et la main le tenait, et il n'allait pas être la personne qui lâche. Il a trouvé une poche d'air et a communiqué à travers la porte, et la voix qui est revenue de l'autre côté de la porte était la voix d'un homme qui avait été dans le noir pendant 3 jours au fond de l'océan. Et elle était rauque, et elle était douce, et elle était la voix la plus cohérente et spécifique que le plongeur ait jamais entendue dans ces conditions, fournissant des informations sur son état, sur l'air, sur la température, sur ce dont il avait besoin, parce qu'il avait passé 72 heures à répéter exactement cette conversation, et il n'allait pas la gâcher. L'extraction a nécessité du temps et du soin, et la gestion d'un problème qui n'est pas intuitif pour les personnes qui n'ont pas passé de temps dans des environnements pressurisés. Il avait respiré de l'air comprimé à 3 atmosphères de pression pendant 72 heures. L'azote dans cet air s'était dissous dans son sang et ses tissus à concentration élevée, de la façon dont le dioxyde de carbone se dissout dans une boisson sous pression, maintenue en solution par la pression qui l'entourait. Si cette pression devait diminuer rapidement, l'azote sortirait de solution dans le sang et les tissus, de la même façon qu'une boisson sous pression libère son gaz quand elle est ouverte, formant des bulles dans les vaisseaux sanguins et les articulations et les tissus mous, causant une condition qui peut tuer ou causer des dommages neurologiques permanents en quelques minutes. Il ne pouvait pas simplement être remonté à la surface. La remontée devait être contrôlée, s'arrêtant à des intervalles pour permettre à l'azote de quitter ses tissus lentement, permettant à la pression de diminuer à un taux que son corps pouvait gérer, plutôt qu'un taux que le désir humain de sortir de l'eau et de revenir à la surface préférerait. Il était sur une civière dans l'eau pendant des heures pendant cette remontée, assisté par des plongeurs qui géraient son exposition à la pression tout en gérant la leur, montant à travers 30 mètres d'eau atlantique par étape qui avait été calculée pour sa physiologie et son temps d'exposition. La surface est venue finalement. Il a décrit voir la lumière pour la première fois après 72 heures d'obscurité, et la description est quelque chose que les personnes qui n'ont pas été dans l'obscurité totale pendant cette durée ne peuvent pas entièrement traiter. Le système visuel, après une privation prolongée de tout input, ne retourne pas simplement à la fonction normale quand la lumière est réintroduite. La lumière était écrasante, était douloureuse,
était quelque chose que ses yeux n'avaient pas la capacité de traiter normalement après 3 jours sans photons avec lesquels travailler. Il ne pouvait pas voir au sens conventionnel. Il a vécu la lumière comme une sensation, plutôt que comme de l'information, comme quelque chose que son système nerveux recevait sans être capable d'en faire un usage ordinaire. Il était à la surface. Il respirait de l'air qui n'avait pas encore été respiré. Il était entouré de personnes qui savaient qu'il était en vie parce qu'il était en vie, et elles pouvaient le voir être en vie, et l'arithmétique qui avait gouverné tout pendant 72 heures, le comptage des respirations et la gestion de l'oxygène, et le calcul du temps restant, n'était plus le cadre opérationnel. Il a été traité pour hypothermie. Sa peau avait été en contact avec l'eau de mer pendant 3 jours et avait les dommages spécifiques que l'immersion prolongée dans l'eau de mer produit, une dégradation des couches extérieures qui est douloureuse et lente à guérir. Il avait des symptômes de maladie de décompression qui nécessitaient un traitement en chambre hyperbare, du temps supplémentaire dans un environnement pressurisé, mais un qui était contrôlé et assisté, et pas l'espace noir hermétique de l'épave. Il a été nourri et réchauffé et examiné, et les personnes qui lui faisaient ces choses n'ont pas dit grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, parce que ce qui lui était arrivé n'était pas adéquatement abordé par le vocabulaire de l'évaluation médicale. Il est rentré chez lui. Sa femme était là, ses enfants étaient là. Le repas était là finalement, la conversation était là finalement, la texture ordinaire de la vie qu'il avait tenue dans son esprit au fond de l'océan était là finalement, et il y est entré, et il y a vécu depuis. Il a parlé de ce que ces 3 jours ont fait à sa relation avec l'obscurité, avec l'eau, avec les sons spécifiques de choses qui ne sont pas les sons des êtres humains. Il a parlé de ce que ça a fait à ses prières, qui sont encore répétitives, qui contiennent encore le nom de sa femme, mais qui le contiennent maintenant différemment, avec une qualité spécifique de connaissance qui n'était pas là avant. La connaissance de ce que ça ressemble de dire son nom dans le noir au fond de l'océan, et d'en être la seule preuve qu'on existe encore. Il a parlé des sons de l'extérieur de la porte. Il ne les décrit pas en détail dans des contextes publics, et je respecterai cette limite. Il a dit seulement qu'il comprenait ce qui se passait, et que cette compréhension était une terreur spécifique et séparée de toute autre terreur qu'il a vécue dans cet espace, la terreur d'être présent pour quelque chose qu'aucun être humain n'est censé être témoin, dans un endroit où aucun être humain n'est censé être, écoutant à travers 4 centimètres d'acier, l'océan faisant ce que l'océan fait, ce qui est prendre ce qui est offert sans sentiment et sans pause, et se tenir très immobile et respirer très lentement, et attendre quelque chose qui n'était pas l'océan pour le trouver. Quelque chose l'a trouvé. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire. Dites-moi à quoi vous vous seriez accroché dans le noir, quel nom vous vous seriez dit, quel morceau du monde ordinaire vous auriez porté dans cet espace pour empêcher l'espace d'être tout. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire, depuis l'endroit où les êtres humains découvrent ce qu'ils sont quand l'eau monte et que la lumière est partie, et que la seule ressource disponible est la décision d'être encore là quand quelque chose vient. L'océan est toujours là. L'épave est toujours là. Les 30 mètres d'eau atlantique n'ont pas changé leur caractère, ou leur température, ou leur volonté de prendre ce qui y entre, et de le tenir jusqu'à ce que quelque chose vienne le récupérer. Il est à la surface. Il est à la surface depuis que la main dans le noir a saisi un gant et a tenu. Et la distance entre ces deux faits est là où vit tout ce qui est important sur les êtres humains, dans l'écart entre l'endroit où l'arithmétique dit que ça se termine et l'endroit où quelque chose en nous dit que ça ne se termine pas.